que je... Ok. Bien, bonjour Stéphane, bonjour Sébastien, David. bonjour à vous qui regardez ce replay ou qui participez à ce live. La thématique du jour, c'est aujourd'hui d'établir une vidéo tout simplement sur les risques et les enjeux de tous les aspects, de tous les enjeux des cyberattaques. Parce que quel que soit finalement notre statut, que l'on soit en micro-entreprise, que l'on soit en société, que l'on soit dans le domaine de l'enseignement de la formation, comme moi qui possède un centre de formation, ou comme d'autres personnes qui ont également des entreprises de commerce, d'industrie, on est tous effectivement au moins une fois dans notre parcours professionnel victimes tout simplement de ces cyberattaques, quelle que soit la forme que ça peut prendre, ransomware, hameçonnage, etc. L'objectif de ce webinaire, c'est avec la participation de Sébastien et de Stéphane, donc je les laisserai tous les deux se présenter, c'est de vous apporter déjà des informations sur qu'est-ce qu'exactement, finalement, qu'est-ce qu'on entend par les risques cyber, en quoi ça consiste, comment nous, effectivement, à notre échelle, tout simplement, on peut éventuellement se protéger. Et contrairement à une idée reçue, aussi bien comprendre que tout n'est pas une question forcément de budget, parce que même un micro-entrepreneur à son niveau, à son échelle, peut tout à fait également mettre des éléments en place, des pratiques en place pour mieux se protéger et mieux protéger également ses clients, puisqu'il faut bien comprendre que finalement, ce n'est pas seulement nous qui sommes de potentielles victimes dans les cyberattaques, mais c'est aussi notre entreprise. Et donc, finalement, ce sont nos clients directement qui en sont impactés. Alors, Sébastien, Stéphane, je vais vous laisser vous présenter. Vas-y, Stéphane. Ah, je crois que le micro est coupé. Ah oui. Alors moi, c'est Stéphane Congo. Je suis consultant en cybersécurité, orienté GRC, donc gouvernance, risque et conformité. Et donc dans ce travail, je suis en charge, j'aide à l'analyse des risques, à l'évaluation des conformités, notamment avec les normes ISO. Mais j'aide aussi à la mise en place des politiques et de procédures de sécurité. Donc, généralement, globalement, je fais des audits de sécurité, mais je fais aussi du conseil orienté en cybersécurité envers les TPE, les PME, des associations, aussi des organismes d'État aussi, parce qu'il m'est déjà arrivé d'intervenir auprès d'organismes d'État, que ce soit en France ou à l'étranger aussi, pour les conseiller par rapport à la menace cyber. Voilà. Et donc, moi, Sébastien Grélier, alors je suis gérant du cabinet Luma Protection et Patrimoine basé à Lannion. Donc, avant tout, un cabinet qui est plutôt un cabinet de conseil en investissement financier pour les particuliers et les professionnels et de courtage sur certains produits d'assurance. Et en fait, j'ai d'abord été avant tout dans une démarche de client face aux risques cyber, puisque comme je collecte des données assez sensibles pour mes clients sur la gestion de patrimoine, j'ai souhaité m'intéresser à tout ce qui concernait la protection de mon entreprise. Et pour aller plus loin, parce que le risque zéro n'existe pas, j'ai souscrit moi-même une assurance cyber. Et du coup, j'ai souhaité mettre sur étagère ce produit dont je parlerai tout à l'heure également, qui vient compléter également les briques pour la cybersécurité. Merci. Alors, Stéphane, puisque c'est notamment entre autres pour ton expertise que je t'ai demandé effectivement de participer et tu l'as aimablement accepté à cette visio, pourrais-tu nous présenter finalement ce qu'est ou ce que sont les risques cyber et les différents enjeux? Oui, oui. Alors, je vais vous partager l'écran. Ça, on va. C'est bon, vous voyez? Oui. C'est parfait. D'accord. Voilà. Donc, comme on disait, là, on est un peu dans un travail de présentation aussi, de prise de conscience par rapport au risque cyber. Et pour ma part, dernièrement, j'ai eu l'occasion de pouvoir être à un salon de la cybersécurité. Et c'était intéressant parce qu'on a plusieurs entreprises, donc des grands groupes qui viennent présenter leurs activités ou bien présenter les produits.
Et à un moment, il y a eu des présentations, là je l'ai constaté plusieurs fois, des présentations de produits. Et à un moment, ils expliquaient combien ça allait coûter. Et c'est vrai que c'était assez coûteux. Et une des questions qui revenait toujours, c'était de petits entrepreneurs qui étaient là et qui demandaient, mais nous, on n'a pas les moyens de pouvoir se payer ces produits. Comment on fait? Et c'est une question qui était toujours sans réponse, parce qu'après, ils leur disaient, oui, on a prévu un package pour vous dans ce sens, mais on connaît souvent la réalité où dans ce package, ça va être un package qui est dépourvu de beaucoup d'options et qui finalement va vous obliger à devoir repartir vers des options plus grosses. Mais la réalité qu'il y a, c'est que par rapport à ce qu'est la cybersécurité, par rapport au risque, il est possible de pouvoir protéger ces données, ces activités, du moment où on arrive à comprendre les mécanismes qui sont liés à la cybersécurité, qu'on arrive à comprendre les menaces. On a cette capacité, même sans avoir un coût exorbitant, même sans avoir un budget limité, avec ce qu'on a, on a la capacité de pouvoir protéger son activité. Donc, c'est un peu le but aujourd'hui de ce webinaire aussi, de pouvoir partir sur une prise de conscience dans ce sens et de pouvoir dire c'est possible. Donc, généralement, la cybersécurité, tout d'abord, on y arrivera sur la slide suivante, mais la cybersécurité, c'est un sous-domaine de la sécurité de l'information. Donc, quand on parle de la sécurité de l'information, c'est la protection de tout ce qui a trait à l'entreprise. C'est-à-dire, on part de l'ordinateur jusqu'au crayon, en passant par les chaises et tables. En fait, tout ce que l'entreprise a comme actif, c'est ce qu'on appelle la sécurité de l'information. Et donc, de s'assurer un moment que tout ce qui a trait aux données de l'entreprise soit protégé. Donc, la cybersécurité, c'est une discipline, une sous-discipline de la sécurité de l'information. C'est une discipline qui vise à protéger les actifs numériques. Donc, quand on parle des actifs numériques, on parle des réseaux informatiques, on parle des systèmes informatiques, les programmes et les données qui sont liées à tous ces composants. Et nous avons, on va dire, le pilier de la cybersécurité, c'est, on va dire, 3 piliers. C'est la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité. Donc, généralement, en anglais, on dit CIA, c'est confidentiality, integrity, availability. Mais là, on a plutôt availability, on a disponibilité. Donc, dans la confidentialité, c'est de s'assurer que personne n'accède à des informations de l'entreprise s'il n'est pas autorisé. Voilà. Et dans l'intégrité, on va s'assurer un moment, je prends un exemple, là j'ai David et Sébastien, si Sébastien m'envoie un mail, je dois m'assurer que ce mail, c'est bien Sébastien. Il y a des mécanismes qui me permettent de m'assurer un moment que c'est bien Sébastien qui m'a envoyé le mail. Et c'est là on va parler d'intégrité, de données fiables. Donc, si à un moment, je vais dire, mais Sébastien, est-ce que tu es sûr? Et il me dit non. Je vais regarder, je vais voir un moment que ça vient bien de son adresse mail et d'autres choses qui vont témoigner, même jusqu'à l'adresse IP de l'ordinateur envoyé. Et quand on parle de disponibilité, c'est de s'assurer un moment que la cybersécurité, faisant le travail de protéger les réseaux, les systèmes, les programmes, les données, on s'assure que tous ces composants sont toujours disponibles, quelle que soit l'heure. Et donc, quand on va parler d'une cyberattaque qui va paralyser une activité, ça veut dire un moment qu'on va avoir le réseau, le système, les données qui vont être inaccessibles. Et donc là, on est déjà en train de violer violer un des principes de la cybersécurité qui est la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Une chose, et là, je l'avais dit tout à l'heure, une chose qui est très importante, parce que souvent, lorsque je travaille avec des clients, je constate aussi souvent qu'on a encore beaucoup de confusion entre la cybersécurité et la sécurité des systèmes d'information. Et comme je vous ai dit, la cybersécurité est un sous-domaine de la sécurité des systèmes d'information. Et c'est très important parce que, justement aussi, pour avoir une cybersécurité qui soit efficace, on a aussi besoin de comprendre la sécurité des systèmes d'information. C'est quelque chose, ce sont deux choses qui s'imbriquent aussi. Et dans la sécurité des systèmes d'information, comme je vous l'ai dit, on parle d'une protection de l'ensemble des ressources d'information de l'entreprise. Donc, comme on a dit, on va parler du papier, on va parler du numérique, des connaissances, et toutes ces choses vont devoir être protégées. Quand on parle de sécurité des systèmes d'information, vont devoir être protégées quant au tout type de menaces, en interne ou en externe.
Et ça va être fait en s'assurant un moment que les 3 piliers de la cybersécurité soient couverts, donc la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. On va s'assurer un moment que la conformité est faite, c'est-à-dire par rapport au domaine d'activité de l'entreprise et des demandes de sécurité liées à l'activité de l'entreprise, on va s'assurer que l'entreprise est en conformité. On va s'assurer un moment, et donc dans ce cadre, par exemple dans le domaine bancaire, on va avoir le PCI RSS pour les cartes bancaires. Dans d'autres domaines, on va avoir l'ISO 27001 qui doit être présente pour pouvoir témoigner du fait qu'il y a une sécurité des systèmes d'information. Et donc, c'est ça la sécurité des systèmes d'information. Mais la cybersécurité est un sous-domaine et la cybersécurité va beaucoup plus se concentrer sur la protection des actifs numériques, donc les réseaux, les données, les systèmes. Et là, elle va se focaliser contre les attaques numériques comme les virus, les malwares. Elle va se focaliser aussi à pouvoir organiser la défense. Donc, souvent, on entend les termes Red, Blue Team. Red Team, ça va être une simulation d'une attaque par des pirates pour éprouver le système et voir comment on peut mieux le protéger. Le Blue Team, ça va être le fait de pouvoir simuler une défense et de voir comment elle résiste vis-à-vis d'une attaque. Donc, il y a toutes ces choses qui sont liées à la cybersécurité et quelque part, elle va justement répondre aux cyberattaques et cybercriminalités. Mais c'est important à préciser, c'est un sous-domaine de la sécurité des systèmes d'information. Alors, pourquoi nous sommes en train aussi d'avoir ce webinaire? C'est aussi pour une prise de conscience. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, et c'est assez effarant, parce qu'il y a encore 5 ou 6 ans, nous étions à peu près à une attaque informatique toutes les 1 minute. Aujourd'hui, nous sommes passés à une fréquence de 39 secondes. Donc, c'est-à-dire que vous avez une attaque informatique toutes les 39 secondes. Donc, depuis que nous avons commencé ce webinaire, il y a plusieurs entreprises, plusieurs personnes qui sont en train d'être victimes d'attaques informatiques. Et donc, toutes les 39 secondes, il y a une attaque. Et il est prévu, selon les estimations, que d'ici, nous sommes en 2026, d'ici 5 ans, on passera à une attaque toutes les 2 secondes. Alors déjà, pourquoi? Parce que déjà, nous avons maintenant l'IA. Nous avons l'IA qui permet maintenant des attaques automatisées et de plus grandes attaques de masse. Je me souviens quand j'ai commencé à m'intéresser à la sécurité informatique il y a une dizaine d'années, tu bidouillais quelque chose, un hacker allait bidouiller quelque chose dans son coin. Il était tout seul pour faire une attaque et il ne pouvait pas contaminer autant de machines. Mais maintenant, à un moment, avec l'IA, avec le fait aussi d'avoir de plus en plus d'autonomie, on est capable tout seul de pouvoir lancer une attaque sur une multitude de machines et de pouvoir avoir des résultats. Donc, à cause de l'IA, nous avons l'IA qui permet des attaques de plus en plus automatisées, rapides, sophistiquées. Je pense que si vous avez regardé les derniers mails de phishing, les derniers mails frauduleux que vous avez pu avoir, il y a de plus en plus, ils ressemblent de plus en plus aux originaux. C'est-à-dire que vous avez le gouvernement qui vous envoie un mail et vous comparez avec le mail des pirates, vous allez voir pratiquement que de plus en plus l'IA permet de gommer les différences qu'on voyait avant. Parce que souvent, avant, on pouvait voir une faute de français, des choses. Bon, maintenant, toutes ces choses changent. Et donc, nous voyons donc que maintenant, le coût mondial qui était de 6 milliards en 2021, nous sommes passés à 10 milliards. Nous sommes passés à 10 milliards l'année dernière et c'est en augmentation. Et pourquoi nous sommes en train de passer aussi? C'est parce que par rapport au développement de la cybersécurité qui n'a pas été suivi au niveau de presque tous les gouvernements, nous sommes en train d'assister au fait que voilà, la plupart des entreprises sont dépourvues face aux menaces. Déjà, il y a un déficit mondial. Donc, on estime à 4 millions aujourd'hui le déficit mondial d'experts en cybersécurité qui manque. Et le souci, pourquoi ce chiffre est aussi élevé, c'est que dans la plupart des cas, quand vous subissez une attaque informatique que vous n'avez pas pu gérer, que vous n'avez pas pu juguler, il est très probable à 60%, 70% que dans les 3 ou 4 ans qui suivent, votre activité s'arrête. Donc, il y a des pertes financières directes, il y a le vol de propriété intellectuelle, il y a beaucoup d'impacts majeurs, il y a même les sanctions réglementaires, parce que si vous n'avez pas respecté
les conformités qui étaient exigées, vous payez des amendes. Et tout ça, ça vous met sur le tapis. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé leurs portes depuis le Covid, parce que avec le Covid, on a eu une multiplication des attaques informatiques. Et donc, à cause de ça, on a eu beaucoup d'entreprises qui ont fermé leurs portes. Et voilà donc ce qui peut expliquer ce chiffre qui est en constante augmentation. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, vis-à-vis d'une digitalisation des entreprises, une digitalisation forcée, on va dire, presque tous les domaines d'activité aujourd'hui, même une boulangerie simple à un site web, nous voyons que la surface d'attaque s'est beaucoup élargie et on voit le besoin vital de plus en plus que quelle que soit l'entreprise, c'est-à-dire même le petit entrepreneur sur Vinted qui a des données de certains clients, tous doivent faire des efforts pour pouvoir protéger les données de leurs clients. Voilà pourquoi c'est vital. Et là, comme nous parlons de la cybersécurité qui doit être au cœur de l'entreprise et comment cela doit être, voilà les points. Nous voyons là, c'est des points. Et ce sont des points, par exemple, quand j'ai l'occasion de discuter avec beaucoup de chefs d'entreprise, on va constater que beaucoup de ces points sont absents. Vous voyez, la gouvernance, la stratégie, on va par exemple demander, mais est-ce que vous avez une définition claire de la politique de sécurité des systèmes d'information? Est-ce que vous avez défini une charte? Non, il n'y a pas de charte. Et généralement, une des choses qui va toujours déjà déterminer le fait qu'on puisse être attaqué, c'est quand on n'a même pas de documentation à présenter pour expliquer ce qu'on fait au niveau pour protéger ces données. Déjà, le manque de documentation prouve qu'il y a un manque de socle de sécurité. Et ça, c'est déjà, on va déjà dire, une faille importante. Une des choses au cœur de ça aussi, c'est, vous voyez, l'importance, quand on implémente la cybersécurité, c'est d'établir une gouvernance, une stratégie, c'est de pouvoir faire une gestion des risques, c'est-à-dire qu'à un moment, on va voir nos actifs numériques, on va voir tout ce qui est lié, mon imprimante, mon ordinateur, même la clé USB qu'on distribue à des employés. On va s'assurer un moment de pouvoir faire une cartographie de tout cela et s'assurer un moment que tout cela est protégé de menaces directes. On va évaluer, et ça, beaucoup d'entreprises ne le font pas. Il y a des entreprises qui vont dire à un moment, oui, nous avons fait une cartographie de nos actifs, mais c'était il y a 6 ans. Mais là, nous parlons que c'est une cartographie qui doit être faite régulièrement. Il y a un exemple encore, je ne vais pas tout rentrer dans tout, mais je prends encore un exemple, le contrôle d'accès. Le contrôle d'accès, l'autre jour, je crois qu'il y a quelques jours, j'ai appris, il y a une dame qui témoignait, son entreprise a été piratée et on lui a prélevé 195 000 euros. Et j'étais assez stupéfait parce que normalement, on ne peut pas, une opération d'une telle ampleur, quand on va vous retirer, par exemple, 195 000 euros, forcément, à un moment, on va vous demander de valider cette opération. Sauf si vous n'avez pas mis une authentification multifacteur. Et là, il s'agissait de ce cas où on n'avait pas mis des principes de contrôle élémentaires. Et à cause de cela, il y a une opération de 195 000 euros de prélèvement qui s'est passée sans qu'elle ne donne son go. Donc, nous voyons à un moment que la cybersécurité, ce sera d'établir une gouvernance, une gestion des risques, d'établir un contrôle d'accès, ce sera de s'assurer d'une architecture sécurisée. Donc, on va segmenter le réseau, la protection des données. On va s'assurer à un moment que quand des personnes viennent se connecter au réseau de l'entreprise, il y a un réseau privé pour l'entreprise, il y a un réseau privé pour les visiteurs. Et voilà tous ces aspects. Et surtout, et je l'ai mis en rouge là, si vous le voyez, la culture et l'humain. Dans la plupart des cas, aujourd'hui, pourquoi les attaques informatiques sont en train d'augmenter? C'est parce qu'on a un cas où il y a des experts dont on dépend énormément, mais on n'a pas des experts qui arrivent à propager la sécurité de l'informatique, qui arrivent à en faire une affaire pour tous. Or, lorsque nous allons considérer un moment que chaque employé dans une entreprise, par exemple, a aussi sa responsabilité pour la protection de l'entreprise, alors ça va passer par de la formation continue sur le risque cyber, ça va passer par des simulations de phishing, ça va passer par le fait d'établir des principes clairs pour l'hygiène numérique. Alors, en parlant de ça, nous allons venir sur quelques attaques courantes. Là, ce sont quelques attaques que vous voyez. Le hameçonnage, donc avec des emails frauduleux pour pouvoir tromper les personnes. La fraude au président. La fraude au président, c'est
c'est même de pouvoir, maintenant, surtout avec l'IA, on va pouvoir simuler la voix d'un responsable et demander à un employé de pouvoir faire un virement alors que c'est pas le responsable qui a demandé. Donc là, nous voyons quelques attaques qui sont là. Ce sont des attaques les plus courantes, parce qu'il y en a encore plus que ça, mais ce sont les attaques les plus courantes auxquelles les TPE, les PME font face. Et pourquoi? Et aujourd'hui, la situation qui est là, c'est le défi auquel les PME, les TPE vont faire face, et même des associations et d'autres organisations plus simples. Le défi, ce sera toujours un moment d'avoir un budget, des ressources limitées, c'est d'avoir un manque d'expertise interne, c'est d'avoir des outils souvent assez complexes, le télétravail qui augmente encore le risque, le manque de mise à jour et la pression réglementaire. Mais vous voyez là, comme je l'ai présenté, face à tous ces défis, il y a des réponses simples. Par exemple, on a pris l'exemple de l'authentification multifacteur. Du moment où elle est mise en place, c'est déjà un grand moyen de protection. Le monde d'expertise interne, c'est un peu, nous reviendrons là-dessus quand je vais vous parler aussi un peu de la formation aussi dans ce sens, mais c'est aussi le fait dans l'entreprise, non seulement de s'appuyer sur de véritables experts en cybersécurité, mais aussi d'avoir des référents cyber, c'est-à-dire des personnes qui sont capables de pouvoir être en lien avec le consultant cybersécurité et de pouvoir aider l'entreprise. Donc, vous voyez, quelque part, même si aujourd'hui ces défis sont là pour les PME, les TPE, nous voyons à un moment que dans les réponses qui sont données, vous allez voir que ce sont des réponses assez simples, ce sont des solutions assez simples qui sont proposées et qui peuvent être mises en place sans avoir un budget immense, sans avoir à dépenser, voilà, à mettre la moitié de son budget dans la cybersécurité, mais avec des moyens simples, on peut protéger son activité. Et donc là, ça, c'est une feuille de route pour présenter aussi le fait que pratiquement sur 2 mois, c'est-à-dire un moment, quand on a cette prise de conscience et qu'on peut poser des jalons assez réalistes, en 2 mois, on a la capacité de pouvoir protéger son activité clairement. Donc, avec l'inventaire, l'évaluation des risques, avec les premières actions à la suite de cet inventaire, avec la mise en place d'une hygiène, une hygiène numérique au sein de l'entreprise, avec la mise en place d'une vraie politique de sauvegarde et de restauration des données afin d'avoir une continuité d'activité en cas d'attaque. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises n'ont pas de plan de continuité d'activité. Mais comme je vous l'ai dit, vous voyez l'étape 5, la campagne de sensibilisation. L'humain doit être au cœur de la défense cybersécurité. Et quand l'humain est au cœur, alors les moyens sont… On peut avoir le meilleur logiciel, on peut avoir dépensé tout ce qu'il faut, mais si l'humain n'est pas mis au cœur de la sécurité, rien ne marchera. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, si aujourd'hui vous entendez qu'il y a une attaque qui a réussi au niveau de la Société Générale, ce n'est pas parce que la Société Générale a des outils puissants, mais c'est-à-dire que les attaquants vont toujours passer par le facteur humain. Donc, l'humain est très important dans ce cas-là. Là, nous voyons donc sur quelques bonnes pratiques qu'on a déjà parlé, la gestion des mots de passe, les mises à jour automatiques, les sauvegardes, tous ces aspects-là, mis ensemble, vont permettre, et vous voyez, c'est des choses simples qui ne demandent pas beaucoup de, voilà, on va s'assurer de l'authentification multifacteur, avoir des mots de passe solides, s'assurer un moment qu'on a un système de sauvegarde bien établi, s'assurer un moment qu'au niveau du cloud, parce qu'aujourd'hui, c'est même la menace, au niveau du cloud, on a assez protégé les choses, et le contrôle des tiers. Donc, le dernier point aussi qui est mis en rouge, c'est aussi de s'assurer un moment, de vérifier, un moment que quand on travaille avec des prestataires externes, des fournisseurs, de s'assurer un moment que ces tiers aussi sont à jour au niveau des mesures de sécurité. Donc, dans beaucoup de cas aujourd'hui, les hackers vont passer par les sous-traitants. Ils vont plus passer ici, ils vont attaquer la Société Générale. Ils vont surtout aussi passer par le sous-traitant qui n'est peut-être pas bien assuré, qui n'est pas protégé, qui n'a pas le moyen de se payer ces grands outils de protection. Et donc, quelque part aussi, la Société Générale va être de plus en plus difficile vis-à-vis des sous-traitants pour s'assurer un moment qu'ils ont les normes de sécurité établies. Donc, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que la cybersécurité, quelque part, c'est, comme on l'a dit, c'est le garant de la confiance client et de la pérennité de l'activité. Parce que vous voyez, même pour certainement d'entre vous, beaucoup d'entre vous doivent avoir des entreprises qui sont en contact avec des plus grandes. Vous êtes peut-être des sous-traitants.
Et donc, vous voyez quelque part que cette pression va vous être mise à un moment d'être en conformité. Et donc, quelque part, la cybersécurité devient quelque part un élément essentiel pour la pérennité de votre activité. Et dans beaucoup de cas, et ça, je l'ai expérimenté, j'ai eu des associations, une association, par exemple, qui avait été attaquée plusieurs fois. Il a juste fallu, pas d'acheter des outils complexes, il a juste fallu les former à la sensibilisation cyber. Et dès qu'il y a eu la formation, il n'y a plus eu d'attaque. Et donc, souvent, la plupart des attaques vont exploiter des failles basiques. Et le plus important, c'est la sensibilisation, c'est la mise à jour. Et la menace évolue. Et c'est pour ça que quelque part, il s'agit de ne pas chercher à réagir après avoir subi. Il s'agit d'être préventif, de prendre un pas en avant. Et c'est aussi dans ce sens que c'est très important de pouvoir considérer aussi d'avoir une cyberassurance. Parce que la cyberassurance, ça va devenir, et je laisserai après la parole à Sébastien Grélier, qui va aussi nous expliquer un peu le principe de l'importance de la cyberassurance. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que vous voyez sur le graphique, les grandes entreprises l'ont déjà compris dans la plupart, à 90%, les grandes entreprises, ils ont une couverture cyberassurance. Aujourd'hui, au niveau des TPE, on est à peu près à 10%, 8%, 10%, c'est très faible. Mais ce qu'il y a aussi, pourquoi nous avons fait ce webinaire, c'est que la prise de conscience, c'est que les assureurs, et c'est normal, si par exemple vous voulez demander un crédit, l'assureur va s'assurer que vous pouvez payer le crédit. Et si vous n'êtes pas en capacité de payer le crédit, il va vous le refuser. Et c'est la même chose. C'est-à-dire aujourd'hui, vous pouvez avoir une assurance cyber qui va vous permettre de partager les risques, de pouvoir vous décharger de certains risques parce qu'ils peuvent vous aider en cas de perte d'exploitation, ils peuvent vous aider par rapport aux revenus perdus, ils peuvent vous aider dans la récupération des données, ils peuvent vous aider dans les frais juridiques. Mais un des prérequis, c'est qu'ils vont s'assurer un moment que vous avez déjà un socle de sécurité interne qui soit assez robuste. Mais si vous n'avez rien mis en place, si vous n'avez aucune politique établie, alors là, il y a vraiment le risque aussi que vous ne puissiez pas être assuré. Et quand vous allez subir une attaque, le risque finalement, c'est que vous en releverez pas d'ici 2 ou 3 ans. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Et je vais donc finir là sur ce point et je vais laisser la parole à Sébastien. Merci. Merci Stéphane. Alors, je vais partager également l'écran. Vous me dites si vous voyez de votre côté. Oui, c'est parfait. Oui. Donc voilà, donc le cabinet Luma Protection et Patrimoine, juste pour rapidement me resituer, hein, donc moi je suis intermédiaire en assurance, banque et finance, donc il y a un registre où j'ai un numéro qui s'appelle l'ORIAS, le registre de l'ORIAS, donc je suis matriculé à l'ORIAS. Les chiffres sont de 2024, mais ils n'ont pas beaucoup évolué. Aujourd'hui en France, vous avez à peu près 27 000 courtiers, des agents d'assurance, c'est les fameuses enseignes où on voit le nom, prénom des personnes avec une enseigne qui est plus ou moins connue, et 7000 conseillers en investissement financier. Et donc, moi, je suis enregistré à l'ORIAS sur la première et la troisième thématique. Et le cabinet, je suis adhérent à la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine. Et au passage, j'ai un petit podcast, Monsieur Petite Ligne, dans lequel on retrouve un épisode également sur la cybersécurité, puisque j'avais reçu notamment l'un de mes partenaires en assurance cyber. Donc, pour rentrer vraiment dans la partie assurance cyber, comme je le disais tout à l'heure en préambule, moi, ça a été d'abord une démarche de client avant tout, puisque mon cœur de métier, c'est plutôt de conseiller mes clients sur des placements financiers ou de l'assurance de personnes. Mais comme on l'a vu, j'ai été sensible aux risques en tant qu'entreprise et en tant qu'indépendant que je pouvais avoir face aux cyberattaques. Et en fait, je me suis mis en projection, c'est-à-dire finalement, j'ai commencé à lister toutes les sortes de cyberattaques qu'on a pu voir jusqu'avant, et puis surtout, comme le disait Stéphane, le coût financier que ça pouvait représenter. Et globalement, oui, je n'aurais pas été capable de m'en remettre, à mon avis, dans les années qui suivaient, de toute façon, si ça m'était arrivé. Donc, j'ai commencé en effet à essayer de protéger mon entreprise avec des bonnes pratiques, avec des outils. Mais comme le risque de zéro n'existe pas, j'ai souscrit donc ce type de contrat qu'on appelle l'assurance cyber. Et donc, en m'y intéressant, en regardant sur le marché ce qu'il y avait, j'ai vu que tous les contrats ne se valaient pas, et qu'il y avait quand même des choses à regarder en fonction aussi de l'activité que l'on fait.
Et donc, ça m'a donné aussi après envie d'en proposer à mes clients qui sont pour la plupart aussi des indépendants. Alors, j'ai repris quelques petites captures d'écran qui permettent, ça rappuie un petit peu ce qu'on a dit précédemment, mais c'est vrai que aujourd'hui, le coût moyen, c'est des chiffres qui datent d'il y a 3-4 ans. Le coût moyen d'une cyberattaque, c'est autour de 50 000 euros. 60% des PME, en effet, font faillite, a priori, dans les 18 mois qui suivent une attaque. Donc, ces chiffres font quand même froid dans le dos. Et surtout, il y a une phrase que j'ai vraiment gardée en tête. Là, c'est celle qui est à droite. La question n'est plus de savoir si on va se faire attaquer, mais quand. Et c'était un ancien directeur de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information et qui est rattachée à l'État. Donc là, on se dit, on va peut-être quand même anticiper tout ça et puis peut-être prévenir plutôt que guérir. Donc là, je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé moi quand j'ai assuré mon cabinet, et c'est ce qui se passe aujourd'hui quand mes clients veulent souscrire ce type de contrat. C'est que l'assureur cyber va d'abord faire un scan à partir du nom de domaine, souvent soit de l'adresse mail, soit du site internet, un scan externe, on va dire, qui permet déjà de voir s'il y a des failles potentielles de sécurité. Et il y a une note, donc on reçoit un petit rapport avec une note. Et donc si la note est plutôt bonne, voire très élevée, à l'époque, moi, sur 100, je crois que c'était une note autour de 80-85 que j'avais eu pour le cabinet. Donc ils nous disent, éventuellement ce qu'on peut corriger pour s'approcher de la perfection. Mais en tout cas, on est assurable, c'est-à-dire que derrière, on peut donc souscrire le contrat et donc se protéger avec certaines garanties qu'on va pouvoir voir tout à l'heure. À l'inverse, Qu'est-ce qui est le mieux, justement, Sébastien? Comment ? Alors, une question, qu'est-ce qui est le mieux en termes de pratique? C'est d'abord aller voir, là, par exemple, comme tu le dis, une assurance qui va te sortir un scan, un sort de diagnostic, en fait, voilà, avec des éléments à mettre en place, et puis ensuite y travailler, ou aller voir d'abord, effectivement, peut-être un expert et monter en compétence et mettre des choses en place, et ensuite aller voir une assurance. Alors, moi, je vais évoquer ce que moi j'ai fait et puis ce que je conseille de toute façon aussi à mes clients. Enfin, dans l'idéal, on va dire, même dans le schéma idéal pour répondre à ta question, David. Moi, j'avais commencé d'abord à me rapprocher des informaticiens de mon secteur. Donc, c'est-à-dire, j'ai commencé à me dire, plutôt que de perdre du temps à voir si je passe à travers les mailles du filet de l'assureur, déjà, on va essayer de se protéger pour éviter la cyberattaque. Et ensuite, il se trouve que les personnes avec qui j'ai travaillé ont bien fait leur job, puisque ma note était plutôt très bonne, et donc ce qui m'a permis d'être assuré. Donc pour moi, et on va le voir tout à l'heure dans la conclusion, l'assurance cyber, c'est une brique parmi d'autres, mais qui ne remplace pas en effet la protection à la source sur le plan logiciel, sur le plan informatique, sur le plan des bonnes pratiques, et donc d'être accompagné pour moi par un professionnel de la cybersécurité, un consultant comme Stéphane, un informaticien. Enfin, pour moi, la partie assurance, on vient, c'est le dernier wagon entre guillemets. Voilà, pour moi, c'est dans cette logique-là. Après, il se trouve que si j'ai en effet des clients qui ont eu la démarche d'abord de vouloir se faire assurer et puis qu'on détecte dans le scan qu'en effet, ils ne sont pas du tout assurables parce que là, vraiment, c'est une passoire pour parler de manière triviale. Oui, on va les renvoyer vers des experts parce que de toute façon, on ne pourra pas aller plus loin de notre côté courtier en assurance. Mais surtout, oui, je pense que la bonne démarche, c'est d'abord déjà de protéger l'entreprise par des bonnes pratiques, se faire accompagner par des professionnels sur le plan technique et sur le plan bonne pratique. Et derrière, oui, une fois qu'on a cette base-là, c'est fondamentaux. On sait que le risque zéro n'existe pas. On va dans ce cas-là essayer de se prémunir des risques financiers que ça pourrait induire en cas de cyberattaque pour pas que l'entreprise soit amochée sur le plan financier et puis que ça nous permette quand même de pérenniser en tout cas l'entreprise, même s'il y a un sinistre qui s'est produit. Je ne sais pas si j'ai bien été clair dans ma réponse. C'est parfait, je te remercie. Donc là, j'avais listé un petit peu au départ, ça c'est les grandes lignes de la couverture d'un contrat d'assurance cyber. Et c'était un peu la démarche que j'avais fait moi à mon niveau à l'époque. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce que je risquais concrètement et quels étaient les coûts éventuels. Donc la première chose, c'est les frais de reconstitution des données. S'il y a eu une fuite de données, si le système informatique est paralysé, forcément, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un professionnel techniquement qui dépanne l'entreprise. Et donc, forcément, il y a une facture de ce prestataire. La deuxième chose, c'est que l'activité de l'entreprise peut être amenée à l'arrêt, en effet, pendant un certain temps. Et donc, c'est comme si on avait un sinistre, un dégât des eaux qui aurait fait qu'à un moment donné, il y a un arrêt de l'entreprise, une perte d'exploitation. Là, cet arrêt est dû à une cyberattaque. Donc, là aussi, c'est un coût
qui va pouvoir être supporté également par le contrat d'assurance cyber. Là, j'ai mis aussi un exemple de surfacturation téléphonique. Voilà, par exemple, si la ligne téléphonique a été utilisée de manière frauduleuse et que d'un seul coup, on se retrouve avec une mauvaise surprise, une facture qui s'est envolée, c'est des petites choses aussi qui peuvent être incluses dedans. Stéphane parlait aussi tout à l'heure de sanctions. Donc, en effet, quand il y a des fuites de données, déjà, il y a des déclarations administratives à faire auprès de la CNIL, auprès d'autorités locales. Sauf que dans la panique et le stress, je pense qu'on ne pense pas forcément à tout ça. Et donc, l'avantage aussi d'être accompagné par ce type d'assureur cyber, c'est que la première chose moi, que je dis aux clients quand ils souscrivent un contrat, c'est si vous avez un doute ou si vous êtes victime d'une cyberattaque qui est avérée, le premier réflexe, c'est même pas de m'appeler moi en tant que courtier, c'est d'appeler un numéro qui est un numéro d'urgence dans le contrat qui est mis en gros et qui permet tout de suite d'être en contact avec des équipes qui vont non seulement guider le client sur la manière dont on va organiser la gestion de cette crise, mais qui vont l'accompagner aussi sur le plan administratif, voilà, sur les démarches qu'il va y avoir au niveau de la CNIL, au niveau des autorités, etc., locales. Donc, des choses qui, dans le stress, en effet, peuvent peut-être nous échapper. Donc, il y a un accompagnement là-dessus, un accompagnement aussi à communiquer envers les clients de l'entreprise, auprès des salariés de l'entreprise aussi, enfin, voilà, selon la structure. Donc, tout ça, il y a cet accompagnement-là qui peut être le bienvenu, je pense, en situation de stress. Responsabilité civile, en effet, comme je disais souvent à mes clients, alors même si dans les contrats traditionnels, je prends l'exemple des responsabilités civiles professionnelles ou des multirisques entreprises, on commence à avoir des contrats qui intègrent maintenant des options d'assurance cyber dans ces contrats-là, donc des petites briques. Mais si l'assurance cyber existe à part entière, c'est que le niveau de couverture est un peu plus large. En tout cas, pourquoi avoir une responsabilité civile incluse dedans? C'est justement s'il y a un virus qui a été transmis à un client ou un fournisseur ou une fuite de données et que ce tiers se retourne contre l'entreprise, eh bien, là, ça va permettre de prendre en charge, en tout cas, des frais d'avocat et puis de faire face, en tout cas, à un préjudice qu'il faudra certainement indemniser en fonction de la gravité des faits, quoi. Et puis, le paiement de la rançon, alors c'est quelque chose qui est quand même assez rare, parce qu'on va essayer de faire tout pour ne pas payer la rançon, mais si il n'y avait pas le choix que de payer une rançon pour récupérer ses données ou son système informatique, c'est des choses qui peuvent être incluses également dans le contrat d'assurance cyber. Bon, voilà, en tout cas, ils vont en faire tout, en tout cas, pour éviter d'en arriver là. Ce que je n'ai pas évoqué, c'est qu'il y a aussi un volet de prévention, parce que le principe de l'assurance, c'est que plus on encaisse des cotisations, moins on a de sinistres à régler, plus l'assureur cyber se porte bien. Et souvent, donc, il va y avoir des propositions dans le contrat de faire aussi des campagnes phishing, de simuler des fausses cyberattaques, par exemple. En tout cas, de s'assurer en continu que le client a bien conservé des bonnes pratiques et est toujours bien accompagné par un prestataire sur le plan technique et informatique, pour pas juste se dire, voilà, il était venu s'assurer avec un bon scoring au moment du scan, mais que derrière, après, les bonnes pratiques se dégradent et que finalement, nous, le risque au niveau de l'assurance augmente face à un potentiel sinistre. Donc vraiment, il faut voir l'assurance comme quelque chose où on travaille main dans la main. Au niveau du cabinet, je dis toujours que les informaticiens sont plutôt des partenaires en interprofessionnalité de mon cabinet, puisque à plusieurs compétences, on peut davantage protéger les entreprises. Et à un moment donné, s'assurer, c'est une chose, mais si à un moment donné, de l'autre côté, les logiciels ne sont pas mis à jour, les évolutions, on l'a vu, on parlait maintenant d'attaque avec l'IA. Bon, si tout ça, c'est pas pris en compte au niveau de l'entreprise dans les années qui viennent, l'assurance, on risque d'avoir un déséquilibre entre les cotisations et les sinistres de notre côté. Donc tout ça, c'est vraiment un équilibre qui est très important. Et pour finir, en conclusion, c'est un petit schéma qui est plutôt rigolo, je trouve, mais ça me faisait souvent penser à ça. Je prenais souvent la comparaison d'une maison, notre habitation. Il ne viendrait pas à l'esprit de laisser les portes et les fenêtres ouvertes où tout le monde pourrait venir se servir, un cambrioleur pourrait rentrer sans problème. C'est pareil pour une entreprise. En fait, le rôle de l'informaticien ou des consultants informatiques, c'est déjà de mettre des fenêtres, des portes et éventuellement, pour aller plus loin, de mettre une alarme en cas d'effraction. Pour autant, même quand on ferme sa maison et qu'on a mis des dispositifs de vidéosurveillance, c'est rare qu'il nous vienne à l'esprit de ne pas s'assurer pour autant contre le risque de vol, d'incendie, etc. Et là, c'est un peu ça l'idée aussi, c'est de dire, voilà, pour son entreprise, si on veut être protégé aujourd'hui, c'est d'avoir recours à des solutions de cybersécurité, à du conseil, on va dire, sur les bonnes pratiques, puisqu'on voit que le facteur humain, comme le Stéphane le disait tout à l'heure,
a une part plutôt prépondérante dans le risque cyber aussi. Et puis derrière, de se dire, voilà, même si on fait tout bien, du mieux possible et qu'on essaie d'être le plus accompagné possible, on l'a vu avec maintenant le nombre d'exemples de cyberattaques en tout genre qui visent aujourd'hui aussi bien des grosses structures que des petites structures, même des États. Enfin, ça devient un risque, je dirais, qui est omniprésent et qui ne va pas, à mon avis, s'arranger dans les années qui viennent encore. Donc, voilà, l'assurance devient une ultime protection avec toutes ces briques-là et de se dire, voilà, en tout cas, on aura fait en sorte de se protéger le plus possible et de traverser ces risques-là, en tout cas, si ça devait arriver à une entreprise, le plus sereinement possible. Voilà ce que je pouvais dire pour cette partie. Ok. Alors, on voit effectivement, donc avec vos interventions, Stéphane, Sébastien, on voit effectivement là, ici, sans non plus aller dans la gravité, on n'est pas là pour alarmer les gens, on est là simplement pour évoquer une situation, évoquer des faits. Et on voit effectivement que malgré tous ces éléments-là qui peuvent faire peur à des gens comme nous, qui ne sommes pas forcément formés, initiés à tous ces éléments-là, de la cybersécurité, on a malgré tout cette faculté, cette opportunité de pouvoir, malgré tout, monter en compétences et à notre échelle, finalement, réussir à mettre en place, c'est ce que tu disais, Sébastien et Stéphane, des briques qu'on va aller cumuler de façon effectivement à pouvoir déjà avoir un premier rempart face à ces risques-là et à tous les enjeux que ça engendre. C'est pourquoi, au sein de Formez-vous, on a décidé de mettre en place 2 parcours de formation avec l'aimable participation de Stéphane. On a travaillé effectivement sur 2 parcours. Un parcours pour des personnes qui n'ont tout simplement aucune connaissance en matière de cybersécurité, qui souhaiteraient déjà avoir des premières notions et puis des premiers outils de maîtrise. Et puis, une seconde prestation où là, qui serait plus destinée à des personnes déjà en poste, éventuellement en tant que référent cybersécurité, ou en tant qu'informaticien, ou en tant que directeur SI, ou en charge tout simplement du programme informatique, où là, on aurait quelque chose de beaucoup plus abouti avec une avancée sur certaines connaissances. C'est pourquoi j'ai demandé à Stéphane de travailler effectivement sur 2 programmes de formation, avec tous une base, un socle commun, voilà, et qui après, en fonction de votre profil, en fonction de votre situation, de vos besoins, va être travaillé pour vous proposer la bonne formation. Stéphane, je te propose de nous présenter ce parcours. Ah, alors je n'ai pas ton micro, Stéphane. Oui, oui. Oui, oui. Alors, Alors, c'est bon? C'est parfait. Oui. Voilà. Donc oui, en effet, une des vérités qui est là, c'est que il faut pas être alarmiste. Il faut prendre conscience parce que le risque, il est déjà le risque d'une cyberattaque, ça détruit des vies. Au-delà même du vol de données, c'est quelque chose qui peut détruire des vies. Et c'est de prendre conscience que si on comprend mieux, on peut mieux protéger ses données, ses activités, mais même au-delà de mieux même protéger sa propre vie, de pouvoir protéger même sa vie privée. Et on est conscient aussi aujourd'hui, c'est aussi une conscience que on ne devient pas un expert en cybersécurité ou on ne maîtrise pas la cybersécurité. J'ai vu des formations, on va dire, maîtriser la cybersécurité au bout de 10 jours, ce n'est pas possible. Mais ce que nous pensons, en parlant justement de mettre le facteur humain en avant, c'est de comprendre à un moment que si les personnes ont les clés pour comprendre déjà les bases, ça va leur permettre déjà, dans beaucoup de cas, de pouvoir, et c'est ce que je vous avais dit par exemple, à 90% déjà, certaines attaques, ce sont des attaques avec des failles basiques, c'est-à-dire un mauvais mot de passe, un mot de passe pas assez sécurisé, où on a pris le nom de son chien, ou le nom de son épouse, ou le prénom de son épouse, je voulais dire. Ou, voilà, donc il s'agit de voir comment, avec des principes simples, on peut se protéger. Donc, la formation, ce programme de formation, il y a eu la première partie qui est vraiment destinée à des personnes qui vont, donc des chefs d'entreprise, des cadres,
même des entrepreneurs, je vais dire, j'ai parlé des entrepreneurs Vinted, un entrepreneur Vinted qui vend sur Vinted et qui a les données, qui gère aussi les données des personnes. Donc, ça va leur permettre d'avoir les bases de la cybersécurité. Ça, c'est la partie débutant. Mais il y a une autre partie aussi, quand on parlait des références sécurité, c'est de prendre quelqu'un qui travaille déjà, qui est déjà dans l'entreprise, qui a déjà alors un socle de connaissances informatiques établi et qui peut maintenant monter en compétence dans la compréhension de la cybersécurité et comment il peut justement aider son entreprise à sécuriser durablement les actifs. Donc, nous l'avons fait en 7 étapes. C'est 7 étapes. Les formations sont sur 7 étapes. La première étape, donc, justement, c'est un peu ce que nous avons vu lors de ce webinaire, un peu cette introduction où on va rappeler les bases de la cybersécurité. On va rappeler les enjeux, la prise de conscience par rapport aux enjeux, parce que là, il s'agit même de la pérennité, c'est-à-dire avec l'augmentation des attaques dues à l'IA et bientôt avec l'arrivée des ordinateurs quantiques qui vont permettre une plus grande puissance de calcul et donc de déchiffrer plus facilement encore des mots de passe. Il est important de comprendre les enjeux pour l'entreprise, pour la survie de l'entreprise. Et donc, cette formation est là pour vous aider à mieux les aborder. Et cette formation a pour but aussi de vulgariser, parce que nous sommes aussi conscients à un moment que, même par rapport aux termes et par rapport à beaucoup de choses, le problème qu'il y a, c'est que souvent, c'est quelque chose avec un manteau épais et qui peut être très difficile. Et donc, le but de ces formations, c'est de vulgariser la cybersécurité pour que même une personne qui n'y connaît rien du tout, à l'issue de cette formation, puisse comprendre ce qu'elle peut faire de façon pratique pour protéger ses données et ses activités. Donc, l'introduction. Suite à l'introduction, nous avons parlé de ça, c'est de voir l'importance de pourquoi il est nécessaire de faire un état des lieux régulier et de pouvoir faire une analyse constante des menaces pour pouvoir mieux protéger ses activités. Un autre module, et donc ces modules ne changeront pas pour les 2 niveaux de formation, ce sont les mêmes. Dans le premier niveau de formation, on va juste faire une introduction à ces modules et dans le deuxième niveau, lorsqu'on va former des référents cybersécurité pour l'entreprise, là, nous allons rentrer un peu plus en détail. Donc, ça veut dire un moment, ça va être une application théorique, un moment de cas pratique et un moment d'application. C'est-à-dire, si maintenant on est dans le cadre de l'entreprise, comment j'applique ce que je viens d'apprendre. Donc, chaque fois, ce sera la même chose pour chacun de ces modules. Donc, vous voyez, l'hygiène, le module, l'hygiène, pourquoi il faut établir un plan d'action contre les cyberattaques. Un autre de ces modules qui est très important aussi, et là, Sébastien l'a dit, la question n'est même plus de est-ce que je serai attaqué un jour, c'est quand je serai attaqué. C'est-à-dire aujourd'hui, du fait que la surface d'attaque s'est élargie avec les tablettes, les ordinateurs, avec tout le numérique autour de nous, c'est plutôt une question de temps avant qu'on ne soit attaqué. Et donc, un des modules aussi, c'est de voir qu'est-ce qu'on doit faire si on subit une cyberattaque, si à un moment on reçoit un message de Vinted qui va nous dire à un moment vos données ont été piratées. Si je reçois un message de mon fournisseur d'accès de mon hébergeur web qui me dit vos données ont été piratées, qu'est-ce que nous devons faire face à ça? Donc, on verra un peu de ce qu'on comprend par la résilience opérationnelle et par le fait d'avoir un plan de reprise d'activité éprouvé. Et un des derniers points importants, je reviens. Le dernier module sera aussi très important. Alors, c'est là, l'amélioration continue. C'est que le souci souvent, c'est qu'on va mettre en place une politique, mais il n'y a pas l'adhésion du personnel parce que le responsable lui-même n'est pas… Le responsable va par exemple dire ayez des mots de passe assez forts, mais le responsable va mettre lourd, par exemple, comme mot de passe. Donc, il est important, là aussi, il y a un module pour faire prendre conscience aussi à un moment de l'importance que le dirigeant soit impliqué dans la sécurité de l'entreprise en montrant le bon exemple. Voilà. Donc, et pour conclure là-dessus, pour faire comprendre par rapport à l'importance de cette formation, l'adaptation. Aujourd'hui, si vous ne vous adaptez pas, votre entreprise va fermer. Si vous ne vous adaptez pas, en cas de cyberattaque, alors moi j'avais même dit, parce que vous voyez, il y avait encore 3 ou 4 ans, on parlait de vous subissez une attaque,
70% des entreprises ferment dans 2, 3 ans, 3, 4 ans. Là, Sébastien a reporté, c'est maintenant 18 mois. Donc, vous subissez une attaque. Au moins 60 à 70% des entreprises qui ont subi une cyberattaque et qui n'étaient pas préparées ferment leurs portes au bout d'un an et demi. Donc, c'est quand même assez grave. Et maintenant, il y a une question de pouvoir s'adapter. Il s'agit de ne pas juste dire, je vais écarter le numérique, parce qu'aujourd'hui, nous voyons que nous ne pouvons pas écarter le numérique de notre vie. Nous devons faire avec le numérique qui est de plus en plus présent, mais c'est de voir comment l'entreprise, comment votre entreprise peut s'adapter pour faire de la cybersécurité une clé pour votre survie par la gouvernance de la cybersécurité, par cette adaptation. Et pour finir, voilà, là aussi, je pense, hein, David, je peux le présenter déjà. Et donc là, vous voyez les intervenants pour la formation. Donc, on s'était déjà présenté au début, mais il y a David avec l'organisme Formez-vous pour organisme de formation aussi, avec lequel nous sommes en train de travailler. Il y a Sébastien Greillet, qui est fondateur et gérant de Luma Protection et Patrimoine. Et il y aura moi, Stéphane Congo, qui est consultant en cybersécurité et qui est le fondateur et gérant de LDN Cybertech, mais qui est aussi participant d'un cabinet de conseil, Loïc Service aussi, où aussi nous travaillons aussi à la sécurité informatique beaucoup plus large. Comme j'avais parlé des systèmes de la sécurité, les systèmes d'information. Donc là, LDN Cybertech est vraiment dédié à la cybersécurité, mais je travaille aussi dans un cabinet de conseil, Loïc Service, où on fait beaucoup plus la sécurité informatique dans son ensemble. Voilà. Voilà. Merci pour votre attention. Alors, c'est ce que disait justement tout à l'heure Sébastien. Sébastien, tu parlais de pluriprofessionnalité. Oui, oui, tout à Là, fait. on a l'exemple tout à fait concret d'un dirigeant de conseil, d'expertise en service informatique, donc Stéphane, d'un courtier en assurance et de gestion de patrimoine, donc Sébastien, et moi-même, donc dirigeant d'un centre de formation et de prestation de conseil. Voilà, à tous les trois, effectivement, on est dans cette imbrication de briques qui participent à notre échelle, bien évidemment, mais à vous apporter en tout cas des outils nécessaires pour vous protéger. Donc, concernant la prestation là, dont vient de présenter Stéphane, ces deux formations sont donc accessibles effectivement à différents financements, hein, puisque formez-vous, nous sommes certifiés Calliope, notamment, entre autres, en tout cas en action de formation, même si on est également certifié Calliope pour les guides de compétences. Ce qui vous permet effectivement de pouvoir bénéficier eh bien, d'un financement éventuellement pour cette formation-là via votre OPCO, via votre FAF, via tout simplement votre employeur pour sécuriser notamment votre parcours aussi en tant que salarié, via également France Travail, via comme ça différents types de financement. Je précise par contre tout de suite que cette formation n'est par contre pas finançable par le CPF, mais elle est ouverte par contre à tout autre type de financement. Donc pour la partie effectivement technique de la formation, ne pas hésiter à contacter Stéphane. Euh, pour la partie mise en place de devis rédactionnels, etc., là en l'occurrence, c'est plus avec moi effectivement qu'il faudra échanger ou alors avec Stéphane qui remontera les informations vers moi. Et pour toute la partie après opérationnelle, j'ai envie de dire, ou accompagnement entreprise, là, vous avez Sébastien qui lui peut être contacté pour la partie assurance cyber. Mm. Eh bien, écoutez, je vous remercie, Stéphane, Sébastien, d'avoir participé effectivement à ce webinaire. Je rappelle qu'il y aura un replay qui sera disponible sur YouTube et sur différents réseaux. Donc, eh bien, libre à vous de pouvoir effectivement continuer à regarder et à revoir ces informations, à prendre des notes et éventuellement à revenir vers nous pour plus d'informations. Merci à tous. Merci Merci. David, merci Stéphane. Merci, David. Au revoir. Au revoir.
Luc.